Bonjour, vous êtes avec Pardieu pour l'Expert Gamewart. Aujourd'hui, nous allons parler de Legacies, un jeu de Jason Brook, édité chez Brookspoon Games, donc sa boîte créée pour l'occasion de son premier jeu, édité en Kickstarter, et qui va être distribué logiquement d'ici fin de l'année 2021, début de l'année 2022. L'idée de ce jeu, c'est qu'on va représenter une famille et qu'on va voir à travers cette famille et sa descendance sur 3 siècles. Il y a donc 3 siècles représentés ici, chaque siècle ayant 2 manches. Et bien à travers ces 3 siècles, on va voir lequel a eu la meilleure gestion de son patrimoine, la meilleure gestion de l'argent qui aurait été mis dans une fondation. On a un compteur de fondation qui est tout autour ici du plateau de jeu, un compteur un petit peu spécial vu qu'il va aller de 1 à 1 jusqu'à 50, puis de 50 à 150 par pas de 5 et au-dessus de 150 par pas de 25. Et tout ça rapportera des points de victoire. Et un compteur de fame, donc un compteur de réputation qui va être ici, qui va monter tout autour du jeu, qui seront les points de victoire de fin de partie. Alors, outre un plateau de jeu global, on va commencer par tirer une petite plaquette d'aide de jeu. C'est sur cette plaquette d'aide de jeu, on va avoir un petit numéro et les joueurs, en commençant par le numéro le plus petit, va pouvoir choisir parmi 10 personnages possibles lequel il veut jouer. Ces 10 personnages, on va retrouver leur symbole tout autour du plateau de jeu ici. Et il va choisir donc une plaquette. Et sur cette plaquette, il va choisir quel côté il désire jouer. Il y a un côté qui est plutôt positif, c'est-à-dire qu'il va avoir la colombe où on va plutôt jouer dans son coin gentiment. Et puis on a un côté qui est plus agressif avec l'épée, où on va alors jouer plus avec, plutôt contre les autres joueurs, avec un pouvoir qui nous permettra, par exemple ici, de voler des points de victoire aux autres joueurs, alors que de l'autre côté, on va juste faire une gestion de collecte directement pour soi, sans avoir une application sur les autres joueurs. Donc chaque plaquette a donc un pouvoir d'un côté ou de l'autre, et en commençant du plus petit numéro de la tuile de tirage au départ, on va choisir quel personnage on désire jouer. Alors sur cette tuile de personnages, je vais aussi placer alors mes ressources. On va avoir des marqueurs de relations et puis des marqueurs pour jouer en bourse. Il y a tout un plateau de bourse qui se trouve ici, et on va avoir dès le départ l'opportunité d'avoir une ressource de départ. On a des pinceaux, des engrenages, des enclumes et des pierres précieuses. On va avoir la valeur de départ en réputation, donc en fame ici. On va avoir l'or qu'on a au départ. Ici, j'ai une version de luxe avec des pièces et surtout des lingots qui sont de toute beauté, il faut avouer. Et puis, on va avoir notre valeur ici dans la fondation. Cette valeur de fondation va définir l'ordre du tour. L'ordre du tour, donc celui qui sera le plus haut sera le premier joueur. Jaune, vert, blanc, jaune, vert, blanc. À chaque fois, à chaque nouvelle manche, on redéfinira l'ordre du tour. À chaque fois, on gardera celui qui est le plus haut dans la fondation pour être premier joueur. En cas d'égalité, on gardera l'ordre précédent entre ces deux joueurs. Donc la fondation va définir l'ordre du tour de jeu et c'est très important, l'ordre du tour de jeu. Votre personnage a donc un symbole qui définit qui il est, et ce symbole ici me permet de le retrouver sur le plateau. Et donc on a chacun sa maison selon ce que l'on est en train de faire. Alors comment le retrouver rapidement ? Bien, outre le symbole qui se trouve là, il y a une couleur, et on a les couleurs bleu, rouge, orange qui se trouvent ici, et surtout une direction. Donc on voit ici par rapport à mon plateau qu'on est bien en face, on voit bien où est-ce qu'on est, je suis là-bas. Je vais mettre un petit marqueur associé à mon personnage choisi pour que les autres joueurs voient facilement qui vous êtes. Ce personnage est associé à 2 zones de bourse bien spécifiques, donc chacun en a 2 qui seront des symboles qu'on va retrouver ici en bourse. Et quand c'est fait, on va mettre un petit marqueur de bonus à côté de la piste de relation associée au personnage. Donc il y a des pistes de relation pour chaque personnage qui est liée à chaque fois à cette zone où on retrouve votre symbole. Et donc il y a une zone ici de relation. Et donc on va mettre un bonus pour chaque personnage en jeu. Alors il y a des trous dans le plateau double couche, ici et là-bas. Pourquoi ? Parce qu'on va pouvoir modifier ces valeurs-là au cours du jeu. Eh bien, à l'âge 2, on va mettre une valeur ici qui sera plus intéressante que de départ. 6, 1, 1 va devenir 7, 2, 2. Et au siècle 3, on va encore augmenter nos valeurs. C'est comme ça partout. Tout va avoir chaque fois une augmentation. Ici aussi, on va modifier les valeurs initiales avec tout ce qui est valeur en or. Et on va encore augmenter à l'âge 3. Donc systématiquement, tout ceci va être modifié au fur et à mesure du temps. Il y a aussi une tuile ici qui va être changée. Alors comment va se passer une manche ? Lors d'une manche, chaque joueur va jouer une action, puis ça va être le suivant, et à nouveau ça revient à soi-même. Les actions, elles sont de 2 types. On va avoir des cartes que l'on a en main et qu'on va pouvoir jouer.
Et on a des tuiles ici qui vont pouvoir être jouées. Des tuiles de deux couleurs, des rouges et des bleus, parce qu'il y a des tuiles obligatoires et des tuiles optionnelles. Ces tuiles-ci seront disponibles pour tous les joueurs. Les cartes, c'est chaque joueur qui va jouer de sa main. Et la manche se terminera lorsque les deux tuiles obligatoires et un certain nombre de tuiles optionnelles auront été jouées. Deux tuiles obligatoires plus deux tuiles optionnelles quand on est deux joueurs, trois tuiles quand on est 3 ou 4 et 4 tuiles quand on est 5 ou 6 parce que le jeu peut se jouer jusqu'à 6 joueurs et peut se jouer aussi en solo. Seulement, pour aller chercher les tuiles qui sont ici, on doit d'abord avoir joué au moins 2 cartes de sa main. Tant qu'on n'a pas joué 2 cartes de sa main, on ne peut pas aller jouer une tuile commune. Pourquoi? Parce qu'on va d'abord se développer en local avant de se développer avec les autres joueurs. Donc, d'abord ces cartes. Puisqu'on commence d'abord par les cartes, voyons une carte un petit peu à quoi elle ressemble. Une carte, elle dispose de 5 actions. 1, 2, 3, 4, 5. Toujours 3 différentes en bas et sont toujours les mêmes que l'on retrouve en bas. Donc les 2 ici à l'extérieur sont toujours les mêmes et au milieu c'est tout le temps le même type d'action. Et 2 ici qui vont varier beaucoup plus tant dans les symboles que dans les possibilités. Alors si on regarde les actions d'une carte, la plus facile c'est tout au fond, c'est aller toucher une ressource. Donc si je joue ma carte devant moi pour la ressource, eh bien, je vais chercher la ressource qui est affichée et je la mets dans mon stock. C'est tout. Il faut savoir qu'à l'âge 1, on touche jamais qu'une ressource, à l'âge 2, on en touchera 2, à l'âge 3, on en touchera 3. Autre chose très facile, c'est l'exploration. L'exploration, c'est lié à cette zone-ci du plateau de jeu qui va donc évoluer au fur et à mesure du temps avec des valeurs plus intéressantes et qui me dit, quand je joue l'exploration, je vais toucher 2 ors par carte qui sont posées devant moi. Donc quand je joue toute seule, je vais juste toucher 2 ors, c'est vraiment pas terrible. Mais en plus, je vais aller piocher 2 nouveaux successeurs possibles. Donc j'en ai un dans ma main, j'en touche 2. Chaque successeur a un texte avec un pouvoir associé, on y reviendra. Et je vais choisir parmi les 3 qui sont dans ma main, lequel je désire ne pas garder et je garderai les 2 autres. Ça, c'est l'action d'exploration et le pouvoir augmente un petit peu avec le temps. Autre type d'action assez simple, c'est la bourse. La bourse, c'est ici. Il y a 3 colonnes de bourse. Chaque colonne a un symbole. Ici, ce serait donc cette colonne-là sur laquelle je désire faire des modifications. Et quand je vais aller en bourse, je vais aller acheter ou vendre des actions. Alors, acheter d'abord, bien, j'ai des actions possibles à l'achat de 5 ou de 2. Donc je vais acheter 5 ou 2 actions d'un type. Mais quand je joue ici, je peux très bien choisir, tiens, je veux acheter des actions de la peinture. Le prix d'achat est indiqué à côté. Donc au niveau, ici au départ, tout le monde est à 3 ors pour acheter une action. On ne peut pas acheter en femme, on ne peut pas acheter avec des points de victoire, c'est toujours avec de l'or. Je peux en acheter 2 actions, donc 2 x 3, 6, ou je peux en acheter 5 actions, 5 x 3, 15. Ici, j'aurai de quoi acheter pour 6, alors je paye et je vais placer mon marqueur 2 sur le symbole associé. Le symbole associé, il est ici et j'ai acheté un 2, je vais avancer mon marqueur de 1. Si j'ai les moyens d'acheter pour plus, donc j'achète 5 fois dans une autre action, j'ai l'argent, et bien je vais payer cette fois-ci 5 x 4, 20, mais je vais monter de 2. Donc, 5 fois ou 2 fois la valeur actuelle de l'action. Je ne peux pas aller avec plus qu'un gros et un petit dans une case pour un joueur, c'est-à-dire qu'un autre joueur peut très bien venir et tiens, le blanc va aller ici aussi, il va acheter 5 x 6, 30, il fait monter de 2. Comme le jaune pourra aller ici et il ferait 2 x 8, 16 et il monterait de 1. Donc, je vais pouvoir acheter et faire progresser de 2 ou de 1 selon le type de sac et je ne peux avoir qu'un 5 et un 2 au joueur dans une même case. La même carte permettrait de faire le contraire, c'est-à-dire de vendre. De vendre un grand ou un petit sac qui serait sur la zone. À nouveau, je choisis la zone, celle-ci. Si je vends le gros sac, 5 x 9, je touche 45. 25 et 2 x 10. Voilà. Je vais récupérer mon sac qui va revenir ici. Donc, une belle plus-value qu'il y a moyen de faire avec cette action de bourse pour vendre ou acheter. Ça monte ou ça descend. Alors, une spécificité, c'est que dans les âges supérieurs, on va directement avoir la précision sur l'action sur laquelle on va agir. Et donc là, je n'ai pas le choix, c'est soit ceci, soit cela. J'achète, je vends, c'est le même principe. Mais il y a une petite subtilité. Je vous ai dit que chaque personnage est associé avec 2 types d'actions en bourse qui sont reprises sur son plateau personnel. Eh bien,
Imaginons que le blanc joue cette carte-ci, et comme il a le même symbole qui se trouve ici, eh bien, avec cette carte-ci, il n'est pas obligé d'acheter ou vendre absolument ici, il peut aller faire ça dans n'importe quel autre symbole. Donc, si c'est un de vos symboles, ça devient un joker. Je peux l'utiliser pour n'importe quelle valeur du plateau de jeu. Donc ça, c'est très utile d'arriver à trouver son symbole pour justement aller ailleurs. Ça permet d'avoir une certaine latitude au niveau des cartes. Donc ça, c'est pour les âges supérieurs. Ici, il y a deux symboles, c'est séparé par une barre, donc c'est l'un ou l'autre. On ne fait pas ça dans les deux. Dès que ça va être deux options séparées ainsi, ce sera chaque fois l'une ou l'autre. À côté de la bourse, on va avoir des cartes qui vont avoir un pouvoir spécifique. Ce sont des cartes avec une petite ampoule et $1. Eh bien, il suffit de lire le texte qui est associé. Par exemple ici, si je la joue, je vais simplement aller piocher deux nouvelles cartes dans le tas qui se trouve là au-dessus. Très simple, on va avoir des actions comme ici, toucher 10 or ou avoir un pouvoir au niveau des relations. Alors les relations, justement, on va avoir sur une carte ici à nouveau le choix entre deux relations qu'on va pouvoir nouer. Ces relations, c'est quoi? C'est payer ce qui est indiqué à gauche pour nouer une relation avec un personnage ou un autre. Donc ici, soit de payer un point de victoire, soit de payer une ressource pour nouer une relation avec le voleur ou avec l'homme du cirque. Alors si je veux par exemple nouer une relation avec le voleur, je vais prendre mon marqueur de relation tant que j'en ai, je paye un point de victoire, je redescends de 1 et je vais placer ce marqueur dans cette piste associée au voleur. Je touche alors directement ce qui est noté à côté, donc ici j'aurais eu 24 or, tandis que je n'en aurais eu que 12 en allant sur le cirque. Je touche 24 or, c'est immédiat, 25 et 1, et je me retrouve ici. Il faut savoir qu'au fur et à mesure du temps, ça va être dégressif au niveau de l'intérêt d'une case et que l'on ne peut pas aller deux fois au même endroit. Si quelqu'un vient aussi faire la même action, eh bien il va vous pousser dans la case d'à côté. Donc il va augmenter la rapidité de la perte à votre niveau. Si à un moment donné vous êtes au fond, eh bien que vous devez encore reculer, eh bien vous sortez, vous revenez ici simplement. Mais alors il y a des subtilités par rapport à ces relations aussi. La première subtilité, c'est la notion de ami ou ennemi. Sur chaque personnage, il y a donc ces symboles ami, ennemi, et vous pouvez voir que ce n'est pas nécessairement le même nombre. Là, il y en a 2, là, il y en a 3, là, il y en a 3, là, il y en a 4. Donc, on peut avoir plus ou moins d'ennemis selon qu'on a choisi un personnage ou un autre. Et bien, la différence, c'est que si je vais chez un ami, je ne vais pas devoir payer ce qui était demandé ici devant. Donc, je peux y aller, vu que c'est un ami, on ne se fait pas de coups fourrés entre amis. Par contre, si je vais chez un ennemi, et par exemple c'est le cas ici au niveau du cirque, il est dans ma liste d'ennemis, eh bien je vais devoir payer 2 points de victoire pour aller me mettre en relation avec lui, parce qu'il ne faut pas jouer trop les faux culs. Donc vous avez une pénalité de 2 points de victoire pour aller chez vos ennemis. Donc on va peut-être essayer de l'éviter, ou alors on va vraiment y aller parce que le bonus est trop important à ce niveau-là. Il y a aussi vous-même, vous ne pouvez pas rentrer en relation avec vous-même, vous vous entendez toujours bien avec vous, ce qui veut dire que si jamais vous avez votre icône qui est vous-même et que vous décidez de faire l'action, auquel cas vous avez deux options. Soit aller où vous voulez, y compris chez un ennemi, donc c'est comme un joker, vous allez payer ce qui est indiqué chez vous, mais vous allez aller chez un autre, et si vous allez chez un ennemi, vous ne payez pas les 2 points de victoire négatifs. Donc très utile par exemple pour aller chez un ennemi. L'autre possibilité, c'est d'activer votre pouvoir. C'est une des manières d'activer son pouvoir ici, c'est de faire son action chez soi. Donc à la place de se mettre en relation, on va activer son pouvoir. Donc très utile de trouver un symbole à son nom. Alors il y a autre chose, c'est que vous avez ces petits bonus là. Eh bien si je vais chez un autre joueur, donc un des autres joueurs présents, il y a un bonus. En plus d'avoir ce qui est proposé au niveau du personnage, on va avoir le bonus associé. Donc ici, j'aurai 2 ressources, plus une ressource, 3 ressources de mon choix. Imaginons que je prenne un petit peu de trucs comme ceci et comme cela. Allez chez un autre joueur, vous allez toucher les ressources du bonus affiché. Si vous allez chez un ennemi, vous payez 2 points de victoire en plus. Si vous allez chez un ami, vous ne payez pas ce qui est demandé. Et si vous allez chez vous, alors vous choisissez l'endroit où vous voulez aller, vous payez le prix qui est indiqué, ou vous pouvez alors activer votre pouvoir de personnage. Alors il y a des relations qui sont très spécifiques, ce sont les relations avec les figures légendaires. Il y en a 3 au début du jeu, on en rajoute une à l'âge 2 et une à l'âge 3, donc au 2e et au 3e siècle. Ça me permet d'aller ici. Ces figures nécessitent qu'on ait un symbole bien spécifique qui est ici.
c'est le symbole qu'on retrouve sur les cartes qui sont retournées. Je paye le coup, je vais là-bas, eh bien je mets mon marqueur sur un de mon choix et je vais toucher ce qui est indiqué ici. 3 couleurs, le rouge, le bleu, le vert, ça dépend du siècle dans lequel on est. Donc si je suis dans le 1er siècle, je vais avoir 25 au niveau de ma fondation, donc d'un coup, je passe de 9 à 34. Si un autre joueur décide d'aller là, eh bien il va m'éjecter directement. Je vais revenir chez moi. Il va toucher donc lui les 25 tout comme j'avais fait. Ça va à 29. Et moi, comme j'ai été éjecté de cette zone-là, en compensation, soit je tire une nouvelle carte de successeur, soit je tire une nouvelle carte de l'âge en cours. Et donc si je récupère une carte ainsi, je pourrais jouer plus avant de devoir aller chercher ceci. Je vous rappelle qu'on ne peut pas aller chercher de tuiles ici tant qu'on n'a pas joué au moins 2 cartes de sa main. Mais ici, je me retrouve au final à récupérer des cartes au fur et à mesure du temps, ce qui peut augmenter, si chaque joueur joue un petit peu ainsi, augmenter le nombre de coups avant d'aller chercher des tuiles. Ou peut-être que les gens vont aller chercher des tuiles alors que vous aurez encore plein de cartes en main. Attention, un petit détail, on ne peut avoir pour un joueur que maximum 2 relations avec les figures légendaires. Un personnage peut aller jusqu'à 4, mais c'est lié à son pouvoir de personnage. Alors ce n'est pas très facile d'arriver à trouver le bon symbole pour aller ici, comme avoir le bon symbole pour aller chez soi et faire son petit pouvoir personnel. C'est pour ça que le jeu nous propose une sorte de main commune qui se trouve ici. Si à mon tour j'ai une carte ici qui me plaît plus qu'une des cartes de ma main, je peux décider de l'échanger, de mettre celle-là et de récupérer celle-ci que je vais jouer tout de suite. Donc je peux aller chercher une carte commune, ce qui augmente un petit peu les possibilités, diminue l'aléatoire, vu qu'on récupère des actions qui peut-être nous intéresser plus, ou alors une couleur spécifique par exemple pour aller chercher une bourse. Donc très utile et vraiment à ne pas négliger que cette main commune dans laquelle on peut échanger une de ces cartes contre une autre, mais qu'on jouera alors tout de suite. Reste un symbole que je n'ai pas encore expliqué, c'est l'objet de famille. Ici, en bas à droite de chaque carte. C'est tout le temps la même chose et quels que soient les âges. L'objet de famille, ce sont des objets qui se trouvent ici. Au début du jeu, vous avez un journal qui vous appartient, qui lance un petit peu les bases de votre famille. Et vous avez 6 objets qui se trouvent ici, qui vont de 1 à 6. Et à chaque fois un numéro dessus. Et bien, chaque joueur a donc ces 6 cartes là-bas. Aller chercher un objet de famille, c'est aller dépenser les objets qui sont demandés en haut à gauche de la carte pour l'avoir chez soi. Alors par exemple ici, il faut dépenser 2 pinceaux, je les ai, je dépense 2 pinceaux et je vais chercher mon objet. Si je vais chercher un objet qui m'appartient, qui est dans ma famille, on va le mettre du côté clair, du côté or, et on va le placer à gauche de son plateau. Si à la place, j'allais chercher un objet qui se trouve chez quelqu'un d'autre, donc imaginons que j'avais 2 rubis ainsi et un pinceau, voilà, je récupère un pinceau comme ceci, je pourrais aller chercher l'objet de quelqu'un d'autre et je le mettrai alors de l'autre côté de mon plateau de jeu et je vais donc ajouter les objets des adversaires ici. Alors c'est quoi la différence? Mais la différence c'est que les objets qui vont être à votre gauche vont vous rapporter de l'or. Les objets qui vont être à votre droite vont vous rapporter des points de victoire. Et donc à droite, on mettra toujours des objets qu'on a récupérés chez un autre joueur. Il y a une première règle. La règle, c'est que l'on ne peut avoir qu'une fois une carte numérotée pour chaque valeur. J'ai un 1, je ne pourrai plus acheter le 1 chez mon adversaire. Je dois aller acheter un 2, un 3, un 4 ou un 5. La deuxième règle, c'est qu'on n'achète pas un 6 tant qu'on n'a pas devant soi de 1 à 5. Donc on doit faire de 1 à 5 avant d'acheter un 6. Par contre, on peut directement acheter un 4, puis après un 2, puis après un 5, puis après un 1, puis après un 3. Ça, c'est pas grave. Mais on ne pourra pas avoir de 6 tant qu'on n'a pas 1, 2, 3, 4, 5 devant soi. Il y a des règles, des cartes et des pouvoirs qui permettent de changer ça, mais pour l'instant, c'est la base. Autre chose, quand vous jouez à 4 joueurs, vous ne pouvez prendre qu'un seul objet de famille chez chaque joueur. Quand on est à 3 joueurs, on peut aller en chercher 2 chez chaque joueur maximum. Enfin, maximum, c'est vrai ou c'est pas vrai. Si vous allez chez un ami, un joueur considéré comme ami, alors vous pouvez prendre un objet de plus chez lui. Donc si on est 3 joueurs, je peux en prendre 3 chez un ami, je peux en prendre 2 chez quelqu'un d'autre, ennemi ou neutre. Si on est 4 joueurs, je peux en prendre 2 chez un ami et un seul chez les autres. Autre chose, c'est que quand je vais acheter chez un joueur, je vais lui payer en points de victoire le fait de lui retirer un objet de famille. Donc si je lui prends un objet, là je lui ai pris un objet
2, eh bien je l'ai pris chez le jaune, il va gagner 2 points de victoire, je vais perdre 2 points de victoire. Donc je paye en points de victoire le fait d'aller chez lui. Sauf que si je vais chez un ennemi, et c'est le cas, parce que le jaune ici c'est le socialiste, et que le socialiste c'est un ennemi, eh bien je ne lui paye pas ses points de victoire, on ne va pas donner des points de victoire à un ennemi, on lui fauche un objet et ce sera comme ça. Donc aller chez un ennemi ne va pas nécessiter le fait de payer les points de victoire, c'est beaucoup plus intéressant, mais on ne peut aller qu'une seule fois. Donc j'ai un ennemi et j'ai un neutre, à 3 joueurs, chez mon ennemi je peux aller 2 fois, chez le neutre je peux aller 2 fois, je n'ai pas d'amis sur lesquels je pourrais aller 3 fois, mais chez mon ennemi quand j'y vais, je ne lui paye pas des points de victoire. Chez le neutre, je lui donnerai des points de victoire si je récupère une carte. Les 1, 2, 3, 4, 5, donc j'ai bien dit on peut en avoir qu'un seul de chaque. Par contre les 6, on peut en avoir plusieurs, donc on peut avoir le sien plus celui des autres joueurs. Un détail que j'ai oublié, si vous achetez un objet de famille chez quelqu'un d'autre et que vous êtes en relation avec lui, comme par exemple ici, alors vous pouvez payer une ressource de moins pour l'acheter. Donc si vous avez une relation avec un joueur chez qui vous achetez un objet de famille, vous payez une ressource de moins pour l'acheter. Voilà pour toutes les cartes possibles et leur action. Maintenant, on va passer sur cette zone-ci. Alors, j'ai oublié de dire quelque chose, c'est qu'au début de chaque manche, on va révéler la prochaine carte événement. Alors, la prochaine carte événement, donc, on va la lire. On lit chaque fois, évidemment, chaque événement possible pour chaque manche. Et la carte événement suivante, c'est pour la manche suivante. Donc, on va avoir 2 cartes événements pour le siècle 1, 2 cartes événements pour le siècle 2 et 2 pour le 3. Alors, pourquoi est-ce que j'en parle maintenant? Parce qu'une des 2 tuiles obligatoires, eh bien, c'est justement aller jouer une carte événement. Donc, quand je joue cette tuile-ci, qui alors est retournée pour dire qu'elle a été faite, eh bien, je vais regarder la carte événement et je vais choisir quel événement je fais. Ici, c'est soit de faire que les figures légendaires payent double jusqu'à ce qu'un nouvel événement soit joué, ou alors que les dividendes payent double jusqu'à ce qu'un nouvel événement soit joué. Et je vais choisir ainsi quel événement je vais faire. Parfois, il y a des trucs très puissants qui vous intéressent ou que justement vous ne voulez pas voir. Et donc, vous allez peut-être vous ruer sur ceci. N'oubliez pas, on ne peut venir chercher une tuile que quand on a joué au moins 2 cartes de sa main. Et donc, je vais choisir. Imaginons ici que je décide que ce soit les actions des figures légendaires qui soient doublées. Et donc, il y a un petit symbole. Ce symbole-ci, ça va être un symbole qui va permettre au joueur qui est le moins bien placé en point de victoire d'aller chercher un des nouveaux objectifs. Pourquoi? Justement pour avoir une chance de revenir parce qu'il est derrière. Alors à la manche 1 et à la manche 3, l'objectif qu'on va aller choisir, il va venir des objectifs de fin de siècle. À la manche 2 et à la manche 4, on va choisir un objectif de fin de partie. 5 et 6, il n'y a pas d'objectif en plus qui est mis. Alors, j'ai choisi que les figures légendaires payent double. Il y a un symbole de livre. Je vais regarder dans tout ce qu'il y a ici. Et vous voyez là-bas, j'ai un symbole de livre. Là, j'ai un symbole de livre. Là, j'en ai pas. J'en ai pas. Et j'en ai pas. Donc, je vais retirer ceux qui ne sont pas symboles de livre. Je vais garder les autres. Et le joueur donc, qui est le moins bien placé va choisir quelle est l'option qu'il veut voir comptabilisée comme point de victoire à la fin du siècle suivant. Autrement dit, à la manche 1, ça va être pour la fin du siècle 2. À la manche 3, pour la fin du siècle 3. Donc je choisis, tiens c'est ceci, tiens ce sera cela. C'est avoir plus de gros sacs par exemple ici. Si j'ai des gros sacs, je vais toucher pour chaque gros sac qui est placé quelque part, comme par exemple ici, les points de victoire qui seront associés. Donc les points de victoire qui seraient à côté. C'est moi qui choisis. Je suis moins bien placé, je choisis, tout le monde le sait, c'est pas un truc secret, tout le monde le voit directement, mais seulement j'aurais fait le choix d'aller chercher là une chose ou une autre. Et donc, à la manche 2 et 4, c'est la même chose. On va aller chercher ici. On retrouve aussi ces symboles-là. Et donc, selon la carte qui aurait été choisie, l'événement qui aurait été fait, je choisirai un objectif de fin de partie. Ça, c'est fait. L'autre événement obligatoire, c'est tout ce qui est activer les relations. Activer les relations, ça va me permettre de faire quoi? Le joueur qui joue la carte va choisir un de ses emplacements où il est déjà présent et il va l'activer immédiatement. Par exemple, ici, je vais activer celui-ci, je touche 2 ressources. Hop, je touche 2 ressources. Je ne réactive pas le bonus, juste l'endroit où je me trouve. Ensuite, tous les marqueurs de relation de tout le monde vont avancer de 1. Et si jamais je sors, je sors. Et on va réactiver les relations de tout le monde. Mais cette fois-ci,
y compris les figures légendaires. Quand je fais l'action, je ne peux pas récupérer celle-ci immédiatement. C'est uniquement les relations avec les autres personnages. Donc je vais toucher une ressource, je vais toucher 4 or, le blanc va toucher 10 or et va toucher 25, on est dans le 1er siècle, au niveau de l'avancée dans le marqueur de la fondation. 25, il est à 29, plus 25, 54, il n'y a pas de 54, c'est un 55, il s'arrêtera donc à 50. Quand on dépasse ainsi, qu'on passe par avancée de 5 ou alors qu'on passera par avancée de 25, eh bien on retombe chaque fois au cran en dessous, tant pis. Et donc on va essayer de tomber sur des bons chiffres pour avoir plus facile et ne pas arriver sur des pertes. Parfois c'est quelques points, quelques argents qui permettent d'être économisés ainsi. Donc très simple, j'active une première fois un marqueur mais pas un marqueur de légendaire et puis on avance tout le monde et on reproduit une deuxième fois. Alors, autre différence entre les obligatoires et les optionnels, c'est lié au successeur. Quand je vais jouer une carte obligatoire, après l'avoir jouée, je suis obligé, si c'est la première tuile que je joue, après avoir joué des cartes, de choisir mon successeur. La différence, c'est que si j'ai choisi une carte obligatoire, je vais pouvoir regarder dans les 2 successeurs visibles, en récupérer un de mon choix, et ensuite, parmi tout ce que j'ai, en choisir un que je vais placer ici. Et son effet, son pouvoir commence immédiatement. Les autres vont être défaussés. Si par contre je vais choisir une carte bleue, je vais piocher un successeur. Et donc je ne regarderai pas, j'aurai moins d'options que d'être là-bas. Et je vais regarder toujours parmi les successeurs que j'ai et ensuite je vais en choisir un et jeter le reste. On n'est qu'un seul successeur par âge. Donc, de toute façon, une fois qu'il est mis, je ne peux plus avoir de successeur en main, ils sont tous jetés. Le premier qui va chercher ici a le choix entre 2. Le deuxième qui va chercher, il n'en a plus qu'un. Donc déjà, c'est un petit peu comme s'il piochait, sauf qu'il sait à l'avance qu'il va piocher. Donc parfois, on est peut-être intéressé par ceci, mais ça pas du tout. Le successeur qu'on a en main ne nous intéresse pas, on va peut-être plutôt choisir une carte bleue pour aller piocher et avoir le choix dans quelque chose de plus intéressant. Le successeur, quand il arrive en jeu, il a un pouvoir qui se fait immédiatement. Ce pouvoir, il est là. Parfois, il y a une notion qui est no, c'est-à-dire que dès qu'on le pose, parfois c'est retire, c'est dès qu'il quitte le jeu qu'on placera le successeur suivant. Et sinon, les 3/4 du temps, c'est comme ici, ils ont un pouvoir permanent. Ici, par exemple, quand je vais acheter un objet de famille, je ne suis pas obligé d'attendre d'avoir 1, 2, 3, 4, 5 pour aller acheter un 6. Bon, que ça arrive au début de la partie, c'est peut-être pas très utile parce qu'on n'a pas beaucoup de ressources nécessairement, mais ça permet d'aller chercher un 6 chez un autre joueur. Et ce n'est pas tout. Mon personnage ici, il a un petit symbole et il a éventuellement des valeurs. Alors, commencer par les valeurs, c'est le même principe que d'habitude. 10, 25, 50. Premier siècle, je vais toucher 10 dans ma fondation. Deuxième, 25. Troisième, 50. Parfois, il n'y a rien. Et puis, il y a un symbole qui est ici. Et vous avez un symbole chez votre chef de famille. Si c'est le même symbole, c'est-à-dire que votre successeur va dans la voie de la maison familiale, ici un petit peu la manipulation en tant que politique, eh bien, le fait d'avoir la même chose va vous permettre de récupérer un des marqueurs manquants. Par exemple, je décide ici d'aller récupérer, vu que c'est le même symbole, le 5, que je n'avais pas. Si j'en joue un autre plus tard qui a le même symbole, je vais pouvoir peut-être récupérer celui-là et celui-là. Donc, hop, à l'âge 2, je vais en récupérer un ici et j'ai de la chance, j'arrive à récupérer aussi le dernier comme ça, avec 3 fois le même symbole. Après, si je joue encore le même symbole, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je vais pouvoir faire le pouvoir de ma famille. Donc, 3 premiers vont compléter les 3 symboles manquants et les autres vont me permettre chaque fois de faire une action, le pouvoir de la famille. Et alors là, c'est là que je reviens sur l'objet de famille que j'ai volé à un ennemi. Si jamais j'active le pouvoir de ma famille, logiquement, d'une manière ou d'une autre, parce que j'ai joué une carte ou parce que je suis arrivé ici et que je peux activer mon pouvoir de famille parce que c'est la 4e fois que j'ai le même symbole que mon patriarche, eh bien je peux activer mon pouvoir ou le pouvoir d'un autre joueur auquel j'ai piqué l'objet 6. Donc prendre le 6 de quelqu'un d'autre, c'est avoir accès à son pouvoir de famille. Ce qui me permet alors de l'activer. Quand j'active le mien, je choisis d'activer le mien ou le sien. Donc n'oubliez pas, le successeur il arrive après l'action de la première tuile que vous avez choisie dans le jeu. Si à la fin de la manche, quand elle est déclenchée par un autre joueur, vous n'aviez toujours pas joué de successeur, alors immédiatement vous le jouez à ce moment-là, sauf que vous n'avez pas le choix d'en piocher un de plus ou d'aller en chercher un visible, ce sera directement celui que vous aviez en début de manche.
Donc les 2 cartes obligatoires, et puis ici on va en faire une ou plusieurs selon chaque manche. Et ça varie vraiment fortement. Alors il y a une action qu'on va parler tout de suite, c'est celle qui permet de mettre de l'argent dans la fondation. J'en parle tout de suite parce que le premier qui va chercher une tuile ici, potentiellement le premier joueur, vu que c'est lui qui aurait joué en premier, qui est le premier à avoir mis 2 cartes devant lui, eh bien, il ne peut pas la chercher. Cette tuile-là ne peut pas être la première tuile que l'on retourne du paquet. Pourquoi? Parce qu'elle vous permet de mettre de l'argent dans la fondation, et si on faisait comme cela, eh bien, le premier joueur, c'est tout le temps celui qui resterait premier joueur parce qu'il a beaucoup plus de facilité de prendre la première place avec cette tuile-ci. Comment elle fonctionne? Selon l'âge, on va pouvoir mettre 20, 50 ou 150 or dans la fondation. Donc chaque joueur, quand quelqu'un prend ceci, va pouvoir mettre au maximum 20 au premier siècle, 50 au deuxième et 150 au troisième dans la fondation et donc faire avancer son marqueur qui est un marqueur de premier joueur en plus d'être un marqueur de point de victoire. Mais celui qui a pris cette tuile-ci voit sa contribution doubler. La banque met l'équivalent en fait. Et donc si au premier âge je prends cette tuile-ci et que je mets 20, qui est le maximum du premier âge, eh bien à la place d'avoir 20, imaginons que c'est le jaune qui l'a fait, il va avoir 40 et donc il passe de 10 à 50 en une seule fois. Les autres joueurs pourront mettre un maximum de 20. Et donc comprenez bien qu'avec des bons ainsi par rapport aux autres, eh bien c'est un petit peu facile si on était le premier à aller le chercher systématiquement. Donc ça ne peut pas être la première tuile qui est prise. Ça pourrait être le premier joueur, mais ça ne peut pas être la première tuile qui est prise. Une autre action ici, c'est une action qui va modifier les valeurs boursières de chacune de nos cartes. On va pouvoir faire un +1 ou un -1 sur une des 2 actions que l'on maîtrise avec son personnage. Donc ici, chez moi, c'est la balance et la parole. Donc la balance et la parole sont ici. Je pourrais décider de faire un ou l'autre, avancer ou reculer. Donc je choisis dans quel sens je veux le faire avancer. Et chaque joueur fait ça. Sauf que le joueur qui a pris la tuile, son avantage, imaginons que ce soit ici, il peut faire ça sur les 2. Donc il pourrait très bien dire je fais monter celui-là et je fais monter celui-ci. Et donc contrecarrer l'action d'un autre joueur. Donc celui qui prend la tuile modifie ces 2 symboles, celui qui n'a pas pris la tuile modifiera un des 2 symboles au niveau de la bourse. Les dividendes, ça va être récupérer de l'argent par rapport au sac que l'on a placé ici sur le jeu. Ces dividendes, ils se trouvent ici, c'est le symbole de sac. Eh bien, chaque gros sac va toucher de l'argent selon la position du marqueur. Ici, chaque gros sac vaut 5, chaque petit sac vaut 2, chaque gros sac vaut 10, chaque petit sac vaut 5. Et dans les âges qui vont changer, les valeurs seront beaucoup plus intéressantes évidemment, et encore plus dans le dernier âge. Donc, je vais toucher mes dividendes. Chaque joueur va toucher ses dividendes. Le joueur qui a pris la tuile va doubler ses dividendes. Donc à la place, si j'avais le gros sac, j'étais blanc qui l'a joué, à la place de gagner 5, je vais gagner 10. Les autres ont un petit sac, ils vont tous gagner 2 pour cette zone-ci. Et si on a des sacs ailleurs, on va activer chaque zone l'une après l'autre. Ces 2 tuiles-ci sont les 2 tuiles qui sont liées au fait d'avoir été prendre des objets de famille chez vous ou chez quelqu'un d'autre. Chez vous, je vous ai dit, ça rapporte de l'or. Eh bien, quand je joue cette tuile-ci, je vais regarder le nombre de tuiles que j'ai ici et je vais regarder le niveau de chacune de mes actions liées. Donc mes actions liées chez moi sont ces 2-là. Et pour chacun, ils sont ici, je vais regarder sa valeur en or. 3 et 3, 6. Et bien pour chaque carte que j'ai ici, je vais toucher 6 sous. 6 x 2, 12. Chaque joueur va faire ça. Et le joueur qui a pris la tuile, son avantage c'est de considérer qu'il avait une carte de plus. Autrement dit, à la place d'en compter 2, j'en compterai 3. À la place d'en gagner 12, j'en toucherai alors 18. Et à nouveau, n'oubliez pas qu'avec les âges qui montent, on va avoir des valeurs beaucoup plus intéressantes au niveau de chaque marqueur. Ça, donc pour les 2 symboles de ma famille, je regarde où sont les marqueurs, je touche l'or, multiplié par le nombre de cartes que j'ai, plus 1 si j'ai pris cette tuile-ci. L'autre tuile, c'est le même principe, mais en point de victoire avec les objets des autres. Donc ici, je vais regarder à droite, j'ai un objet, cet objet-là, il a 2 marqueurs. Les 2 marqueurs que j'ai, c'est un objet que j'ai volé à jaune, et donc c'est ceci. Je vais choisir un des 2 marqueurs, celui qui est le plus haut dans la piste, et je vais toucher en point de victoire son positionnement. Chaque joueur va faire ça. Pour toutes les cartes qu'ils ont ici sur le côté, ils vont choisir un des 2 marqueurs, et ils vont toucher la valeur en point de victoire de celui le plus haut sur la bourse.
Le joueur qui a choisi cette tuile-ci va, lui, pouvoir sur une des cartes qu'il a ici, faire les deux symboles. Alors c'est vraiment très intéressant si on a été chercher quelque chose et que le joueur l'a monté très haut. Par exemple, qu'un joueur a monté un truc ainsi, eh bien je vais avoir 3 plus 4 points de victoire ici. Tandis que c'est quelqu'un d'autre qui le fait, je prendrai le plus grand des deux, je prendrai alors seulement les 4 points de victoire. Donc très intéressant pour faire beaucoup de points de victoire. Surtout c'est très intéressant parce qu'avec l'âge 3, on va avoir des points de victoire qui vont vraiment s'envoler. Si quelqu'un est tout au-dessus et qu'on a des objets de famille qui lui appartiennent, vous offrez en fait 15 points de victoire à l'adversaire. Même si vous touchez beaucoup d'or, mais lui il touche beaucoup de points de victoire et 150 or ne fait pas 15 points de victoire. Et donc il y a tout un jeu au niveau de la bourse, très intéressant de monter au départ chez soi, mais il y a un moment on a intérêt à ce que chez soi ce soit beaucoup plus bas pour ne pas offrir des points de victoire aux gens qui ont été vous piquer des objets de famille. Ça c'est vraiment très intéressant et très important au niveau du jeu. Alors il me reste une carte à voir, c'est la conférence du commerce. La conférence du commerce, ça se joue avec ceci. On a 4 types de bonus que l'on peut avoir et on va choisir une valeur qui est une valeur de paiement. Le joueur qui joue la tuile va choisir, tiens, on va payer en ressources, on va payer en or, on va payer en points de fondation ou on va payer en étoile, en points de victoire. On va faire quelque chose de très simple, on va payer en or. Ça va être la ressource de cette conférence. Ce qu'on a à gagner, c'est ce qui se trouve ici. Celui qui donnera le plus dans ce domaine touchera ce qui se trouve ici. Et chaque joueur a un dé et il va pouvoir placer ce dé en commençant par celui qui a joué la carte. Donc imaginons que c'est moi. Moi, ce qui m'intéresse le plus, je sais pas moi, ce sont des ressources parce que ça va me permettre d'acheter des objets de famille. Et je décide de payer 5. Un autre joueur va pouvoir se placer où il veut. Bah, tiens, moi je veux des points de victoire et moi je vais me mettre un petit peu plus pour avoir aussi des ressources, ou je me mets carrément tout au-dessus pour avoir aussi des ressources. Là, je suis prêt à te payer 200 pour avoir 2 ressources. On peut mettre qu'un seul marqueur sur une seule case, donc on ne peut pas être à 2 dessus. Le pouvoir de celui qui a lancé la conférence, outre le fait d'avoir choisi le domaine et d'être premier à se placer, c'est qu'une fois que tout le monde s'est placé, il peut se redéplacer. Il peut se redéplacer dans une autre case, à même hauteur ou supérieure, ou se remonter dans la case où il est. Comme le gars ici, il a payé 200 or, je ne sais pas aller plus haut. Mais je peux aller me mettre ici devant, et donc je dis, bah, tiens, voilà, je vais payer 10 or, et je vais toucher 2 points de victoire. Lui, il n'aura rien, c'est le deuxième, et lui, il va payer ses 200 or pour avoir 2 ressources. Ça, c'est lors du premier âge, mais dans le 2e siècle, il y aura le premier et le deuxième qui toucheront quelque chose, et lors du 3e siècle, les 3 premiers vont toucher quelque chose. Évidemment, 3 joueurs, les 3 premiers, on est certain d'avoir quelque chose quoi qu'il advienne. Donc très intéressant pour avoir certaines ressources ou des points de victoire parfois, ou même des avancées, qu'importe. Mais les deux plus intéressants restent vraiment les ressources et les points de victoire. Donc on va pouvoir jouer à ça. Maintenant, si vous voyez qu'un autre joueur n'a pas de ressources parce qu'il vient de tout dépenser, n'hésitez pas à aller dire que la monnaie d'échange, ça va être les ressources. Si les autres joueurs n'ont pas de ressources, ils ne pourront pas jouer. Vous allez tranquillement prendre exactement ce que vous voulez pour une seule ressource sans devoir remettre un petit peu plus derrière. Et vous allez leur retirer une possibilité de jeu. Donc c'est vraiment comme ça que ça va se jouer, pouvoir récupérer quelque chose lors d'une conférence internationale que l'on va générer. Voilà donc toutes les options que vous avez au niveau d'un jeu. N'oubliez pas, quand quelqu'un prend la première tuile qui est ici, il doit jouer son successeur en piochant ou en récupérant ici. Quand à 3 joueurs, on a joué 3 tuiles optionnelles et les 2 tuiles principales, la manche se termine. Si c'était le joueur blanc qui vient de le faire, le dernier joueur dans l'ordre du tour, pas de problème, la manche se termine proprement. Si c'était un autre joueur qui était devant, pour que tout le monde ait fait le même nombre d'actions, les joueurs qui suivent vont pouvoir prendre une compensation qui se trouve ici. Donc imaginons que c'est jaune qui a mis fin à la manche, et bien vert et blanc pourront choisir dans le 1er siècle entre 20 or, 10 à mettre dans la fondation ou une ressource. Le 2e siècle, 50 or, 25 en fondation, 2 ressources. 3e siècle, 100, 50 ou 3. Donc on va chaque fois avoir un bonus qui va augmenter selon le siècle dans lequel on se trouve. La manche est finie, on va avancer son marqueur. Toutes les cartes qu'on avait jouées, elles sont défaussées.
toutes les cartes qui étaient visibles, elles sont défaussées. Les cartes que l'on avait en main, elles sont gardées. Si vous aviez encore des cartes en main, elles sont gardées si vous restez dans le même siècle. Si on change de siècle, on passera du 1 au 2, je jette toutes mes cartes du premier siècle parce que je vais récupérer des cartes de deuxième siècle. De toute façon, les premiers siècles n'ont plus de grande force par rapport aux autres et il vaut mieux les jeter. Mais de la première à la deuxième manche, de la troisième à la quatrième manche et de la cinquième à la sixième manche, vous gardez les cartes en main non jouées. On récupère toutes les zones ici. On annonce l'événement suivant. On retire les cartes, moi elles ont déjà été défaussées là-bas, et on va redonner des cartes à chacun et on va révéler des nouveaux successeurs. Donc chacun va récupérer un successeur, chacun va récupérer 3 cartes de l'âge en cours et donc récupérer potentiellement une main plus grande qu'il n'avait encore. Quand on change donc ici de siècle, la différence c'est que on va, outre le fait donc de rejeter toutes les cartes qui étaient ici, c'est qu'on va activer le bonus de fin de siècle qui se trouve là. Donc on va avoir l'objectif qui était ici d'avoir des mains, des relations avec des figures légendaires. Chaque relation qui est placée ici voudra alors 6 points de victoire au joueur qui en avait. Donc le blanc ici récupérerait 6 points de victoire pour son positionnement. Et l'objectif est fait. Vraiment ça, en plus, à penser. Et puis bien sûr, comme je disais, on va améliorer toutes les cases. Quand on change de siècle, ici je vais passer en zone 2 et je vais faire ça pour toutes les cases disponibles. Et je vais aussi faire ça donc pour ici, pour améliorer tout ce qui est bourse. Et donc toutes les valeurs seront beaucoup plus intéressantes dans ces nouvelles manches. Ce qu'on va pouvoir toucher ici, comme là-bas, on révèle un nouveau personnage. On revoit l'ordre du tour. N'oubliez pas, à chaque manche, vous revoyez l'ordre du tour selon le positionnement. Donc ici, blanc et jaune sont sur la même place, mais on ne change pas l'ordre initial entre les deux. Donc jaune reste devant, blanc comme c'était ici, vert se trouve un petit peu plus derrière. Et on est reparti pour jouer à nouveau ces cartes. N'oubliez pas, quand vous terminez une manche, si vous n'aviez pas joué le successeur qui était toujours dans votre main, vous êtes obligé de le jouer immédiatement sans aucun autre choix. Quand on arrive à la fin du jeu, eh bien, on va avoir, outre le fait de faire la dernière action de fin de siècle, on va avoir les 3 tuiles ici, qui sont les 3 tuiles d'objectifs que les joueurs auront choisi à part la première, qui sont à scorer. On va scorer les points de victoire associés à notre niveau dans la fondation. Donc à côté, vous avez, à côté de chaque valeur de fondation, les points de victoire associés. En fait, c'est 25 points de fondation vaut 1 point de victoire. Donc ici, à 600, j'en gagne 24. On va aussi marquer 1 point de victoire par ressource qui reste en notre possession. On va marquer 1 point de victoire par 100 or que l'on aurait chez nous. Donc 100 or vaut 1 point de victoire, alors que si on l'a mis dans la fondation, c'est 25 or quelque part qui valait 1 point de victoire. Donc beaucoup plus intéressant d'arriver à mettre dans la fondation son argent que de le garder. Et vous allez marquer des points de victoire par niveau d'objet de famille que vous avez pu récupérer. Là, j'ai un niveau 1, un niveau 0, donc 1 c'est 1 point de victoire. Là, j'ai un niveau 2, c'est 2 points de victoire. Que ce soit à vous ou à quelqu'un d'autre, c'est pas très grave. Et donc, il y a un grand intérêt à avoir tous les objets de famille un maximum parce que c'est beaucoup de points de victoire. Surtout, vous avez peut-être réussi à les voler à un autre joueur et vous avez vu les points de victoire que ça pouvait générer. Tandis que l'argent, il faut 100 or pour un point de victoire. Donc, c'est beaucoup plus intéressant de les prendre chez les autres que de les avoir chez soi. Sachant que les 6, ils sont tout le temps à mettre sur le côté droit. On ne sait jamais les mettre sur le côté gauche. Qu'importe à qui vous les prenez. Je vous rappelle qu'un 6, vous pouvez en prendre plusieurs et que quand vous avez acheté un 6 à un autre joueur, vous avez alors accès à son pouvoir. En cas d'égalité, c'est le joueur qui a le plus de points en fondation qui gagnera. Alors Legacy, c'est vraiment un jeu complexe. Il y a énormément de choses à faire, à comprendre. Une première partie, il y a plein de détails à prendre en compte, que c'est difficile, même si au final les actions ne sont pas si compliquées que ça. Mais leur implication, bien comprendre le pouvoir de la bourse, bien comprendre le pouvoir d'aller se mettre sur des figures légendaires, ça c'est vraiment très important dans un début de jeu. Et savoir que acheter beaucoup d'objets de famille des autres, c'est très important pour aller engranger des points de victoire facilement. Tout le monde le sait, tout le monde peut le faire. Donc,
quelque part ça s'équilibre. Il y a énormément de tirages de cartes, beaucoup de cartes différentes et des pouvoirs variés, surtout au niveau des successeurs. Un successeur qui se place bien, qui arrive au bon endroit, c'est une grande chance. Avoir des successeurs qui matchent pour avoir plus d'accès à des actions, c'est une grande chance aussi parce que c'est pas facile nécessairement. Vous pouvez très bien ne jamais voir un successeur avec le même symbole. Maintenant, il y a des points de victoire qui peuvent arriver si vous avez des successeurs de symboles différents devant vous. Donc, c'est pas nécessairement toujours un problème, mais c'est quand même très utile. Utiliser son pouvoir de famille, ça peut être très fort au bon moment. Pouvoir utiliser celui de quelqu'un d'autre, ça peut être très intéressant aussi, mais il faut avoir accès à son 6 au niveau des objets de famille pour pouvoir le faire. N'oubliez pas, 1, 2, 3, 4, 5 avant d'acheter un 6, sauf règle contraire, et un seul numéro de chaque. Il y a donc plein de choses à faire, plein de choses à voir. C'est vraiment très intéressant comme jeu, très beau dans la version de luxe. Son problème peut-être, c'est la longueur, c'est-à-dire que ça dure très longtemps, comptez au moins 1 heure par joueur, et je ne parle même pas des explications. Ça veut dire que vous allez faire des premières parties sur 5h30, peut-être 6 heures, à 4 joueurs, je ne parle même pas de jouer à 6. Et évidemment, si vous jouez encore plus nombreux, ça risque d'être un petit peu plus long. Donc soyez prêts, c'est vraiment une notion de temps qui est associée à ce jeu-là, avec parfois une certaine redondance dans les actions, parce que on va jouer une carte pour avoir des ressources, une deuxième carte pour avoir des ressources, puis après on va jouer une carte pour aller piquer un objet chez quelqu'un d'autre, parce que c'est très fort, très utile. Mais bon, vous allez jouer 3 cartes juste pour faire ça. Donc la qualité de certaines actions de cartes, c'est pas toujours ce qu'il y a de mieux, c'est un petit peu redondant, parfois un petit peu lourd, surtout quand on a déjà joué pendant 3 heures et qu'on continue à faire ce type d'action avec ces cartes. Mais vous avez moyen vraiment de combiner, de faire beaucoup de choses, d'utiliser des pouvoirs qui sont parfois très puissants, qui vont en fait changer l'action attendue d'aller chercher des ressources, d'aller chercher des cartes. Certains ont des pouvoirs qui permettent d'aller chercher des cartes très vite. Et donc, c'est à prendre en compte pour la prochaine partie, parce que pour cette partie-là, vous ne l'aurez pas vu et vous allez le prendre un petit peu dans la tête. Le pouvoir d'un des joueurs, c'est par exemple de pouvoir faire reculer un personnage et de récupérer 2 fois l'endroit où il est. Si quelqu'un a commencé ici, il avance, puis après il recule, il avance, il recule, il restera tout le temps là. Et si le joueur s'est activé son pouvoir 1 fois par tour, vous allez tout le temps rester ici, vous allez donner énormément de ressources très facilement, parce qu'avoir des ressources au début du jeu c'est très compliqué, et c'est quelqu'un qui va pouvoir s'envoler parce que c'est peut-être le seul qui aura intérêt à faire l'action avec les points de victoire très tôt dans le début du jeu, parce qu'il aura été prendre ça aux autres joueurs. Donc plein de petits détails. Le fait que quand on va chercher un objet chez quelqu'un d'autre, on va le payer en points de victoire, sauf si c'est un ennemi. Mais si c'est un ami, on peut en prendre un de plus, sinon on n'en prend qu'un seul à 4 joueurs. Et si on a mis un marqueur de relation avec lui, on payera une ressource de moins. C'est quand même beaucoup de petites actions, beaucoup de petits détails. Et ça, c'est pas très facile, c'est un petit peu lourd dans les détails dans certains moments. C'est pas un Lacerda, mais parfois ça y ressemble. Mais c'est un jeu auquel on a plaisir de revenir, parce que on sait qu'il va se passer autre chose. Simplement, pour y revenir, il faut oublier que la dernière fois, on avait joué pendant 4h30. C'est peut-être le seul truc qui est un petit peu difficile, c'est de se relancer tout de suite dedans en disant il me faudra beaucoup de temps. Et franchement, je préférais jouer avec quelqu'un qui a déjà joué pour ne pas repartir sur une explication qui est quand même très longue, complexe et pour laquelle on oublie facilement un petit détail. Mais attention, quand tu fais ceci, tu as cela. Quand tu fais cela, tu as ceci. Voilà. Au niveau anglais, franchement, c'est de l'anglais assez accessible, basique. Voilà, pour un premier jeu, Jason Brooks fait quelque chose de très bien. Peut-être qu'en passant par une maison d'édition, il y a certains points qui auraient été épurés, qui auraient été simplifiés parce qu'ils n'apportaient pas nécessairement grand-chose. Peut-être que certaines cartes auraient été mieux équilibrées pour qu'elles aient un petit peu toutes le même pouvoir. Mais on va dire que pour une première, franchement, c'est vraiment très bien. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, abonnez-vous. Et pour le reste, c'est à vous de jouer. Bon jeu!